Bonsoir tout le monde. Déjà, je tiens à remercier Lazare de nous avoir conviés de nouveau à parler de choses qui nous intéressent, c'est-à-dire un peu d'hémodynamique, et j'espère que ce sera des présentations un peu originales. Et n'hésitez pas à ce que ça soit un tout petit peu interactif, à poser des questions. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Donc moi, on m'a demandé de faire un topo sur l'oxygénation tissulaire. Très bien, l'oxygénation tissulaire, je n'y connaissais pas grand-chose, ça m'a permis de me documenter. Avant de débuter, obligatoire, une diapositive de conflit d'intérêt. Je vais répondre à vos questions si vous en avez concernant ceux que je présente ici. Engagement de la transparence. Non, pas de commentaires. Parfait. Alors, je vais commencer avec une notion qui va nous suivre tout au long de la présentation. L'oxygène, c'est très dangereux. L'oxygène, on en a besoin, c'est indispensable, mais c'est très dangereux. Et ce n'est pas une vue uniquement lariboisienne, c'est l'histoire et la physiologie qui nous apprennent ça. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez une idée de ce que je mets à l'écran? Allez, faites parler un peu votre imagination. Des cellules en mitose? Des cellules en mitose? Pas du tout. Des mitochondries? Non. Alors, je vais vous donner un indice. C'est quelque chose qui est la couleur dedans, ce n'est pas de l'hémoglobine. Alors, je vais vous donner un indice. Ça va être assez facile. C'est le premier tueur de masse dans l'histoire de la planète. Non, là, ce que vous voyez, là, c'est une cyanobactérie. C'est des cyanobactéries. En fait, les cyanobactéries, donc, c'est des bactéries préhistoriques qui sont à l'origine de la production de l'oxygène qu'on respire, qu'il y a dans la nature actuelle. Et il faut savoir que l'apparition de cet oxygène ne s'est pas fait sans heurts. Il y a 2,4 milliards d'années, dans le paléoprotérozoïque, période que vous connaissez très très bien, en fait, il y a, vous voyez ici, une période où la quantité d'oxygène dans l'atmosphère est passée de rien du tout, il y avait un petit peu d'oxygène qui était en train de s'accumuler dans les océans, à des taux qui deviennent très 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 importants. Et ça fait quoi? Ça fait que les organismes, les archéobactéries et tous les organismes qui étaient anaérobies, ils sont décédés. Et en fait, ça a conduit à l'extinction de 99% des espèces. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire la grande oxydation. L'oxygène, c'est le premier outil qui a été utilisé pour tuer en masse, en direct bien sûr, des espèces. C'est hyper dangereux puisque c'est une substance qui a des pouvoirs oxydatifs, on va en discuter plus tard. Et quand on n'est pas fait pour résister à l'oxygène, on meurt. Donc l'oxygène, c'est important parce que qu'est-ce que ça fait l'oxygène? On va faire une similitude. On produit de l'énergie avec des centrales nucléaires et nous, on a à l'intérieur de toutes nos cellules, en plusieurs exemplaires, nos petites centrales nucléaires à nous, les mitochondries. Donc les mitochondries, c'est l'endroit où l'oxygène va jouer, et de la même façon que les centrales nucléaires, elles utilisent comme carburant c'est des barres d'uranium. Nos mitochondries, le substrat qu'ils vont utiliser essentiellement, ça va être de l'oxygène présent dans l'atmosphère et une petite chaîne carbonée, du glucose. La centrale nucléaire, elle fait tourner des aimants qui produisent de l'électricité, et dans la mitochondrie, on fait tourner des acides tricycliques. Et cet acide, le cycle de Krebs, vous vous rappelez ça, vous vous en souvenez tous par cœur. À la fin, ça fait de la phosphorylation oxydative. Ça fait, en faisant tourner le cinquième complexe de la chaîne respiratoire mitochondriale, au produit de l'ATP. Et c'est ce qu'on essaye, c'est ce qui fait fonctionner notre organisme, c'est ce qui fait bouger nos muscles, c'est ce qui fait l'électricité dans nos neurones. On ne peut pas vivre sans ATP, et si on n'a pas d'oxygène, on n'est pas capable de faire
à cette chaîne, ce burst respiratoire mitochondrial, on n'est pas capable de produire de l'ATP. La centrale nucléaire, à la fin, elle nous donne de la vapeur d'eau et un peu de radiation. Et nos mitochondries, à la fin, elles sortent du CO2 et elles rendent un peu d'eau également. Donc ça, c'est le principe général d'utilisation de l'oxygène dans notre organisme, c'est la source énergétique. Alors on a dit, mais on répète, l'oxygène, c'est dangereux. Donc pourquoi est-ce que l'oxygène, c'est dangereux? Donc l'analogie avec l'énergie nucléaire n'est pas tout à fait parfaite. C'est l'énergie nucléaire, c'est une énergie rayonnante. On sait que ça crée des déchets qui sont pas très dangereux. C'est très, très efficace. L'oxygène, c'est beaucoup plus efficace. C'est un rendement qui est infiniment supérieur quand on fait de la photosynthèse ou quand on fait de la glycolyse. Donc l'oxygène, c'est dangereux parce que ça brûle. Donc il ne pourrait pas y avoir de flammes comme ça, les flammes jaunes et bleues qu'on a, s'il n'y avait pas de l'oxydation d'un gaz grâce à un gaz qui est l'oxygène. Alors, pourquoi est-ce que l'oxygène, c'est dangereux? Quand on regarde un peu plus maintenant à l'échelle physiologique, à l'échelle cellulaire, qu'est-ce qui se passe quand on a trop d'oxygène? L'oxygène, c'est un gaz qui a tendance à réagir avec pas mal de choses. Ça réagit puisqu'il va se retrouver sous la forme d'ions superoxydes ou de substances radicalaires de l'oxygène qui vont être produites à partir des dérivés azotés ou des produits de la NADPH oxydase qui va faire avec de l'eau oxygénée. C'est de l'eau oxygénée va donner cet anion hydroxyde. Et donc, ces produits radicalaires de l'oxygène, qui surviennent, donc bien sûr, plus on a d'oxygène, plus on va en produire, ils vont avoir un impact cellulaire qui est important, qui est que l'excès de ROS, de Reactive Oxygen Species, ça induit des dommages des acides nucléiques, en particulier de l'ADN. Ça induit de l'activation de gènes des caspases. Et ça induit quoi? Ça induit à la fin de l'apoptose et donc la mort cellulaire. Trop d'oxygène, ça fait des espèces radicalaires et ça tue. C'est hyper dangereux l'oxygène. Je vais peut-être vous le dire depuis le début de la soirée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir avec un produit dont on a absolument besoin, parce qu'il fait l'énergie à l'intérieur de notre organisme, et en même temps qui est hyper dangereux, qui est hyper toxique pour les cellules? L'oxygène, ça se déplace quasiment pas. On va le voir dans la quantité totale d'oxygène qui se déplace de notre individu, dans la quantité totale d'oxygène qu'on va utiliser dans notre physiologie. L'oxygène, c'est l'oxygène qu'on utilise, il ne se déplace pas librement. La part d'oxygène dissous dans notre sang, c'est des fiches là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cet oxygène dont on a absolument besoin? On le met en cage. La nature, l'évolution, a créé une cage pour l'oxygène qui s'appelle, c'est l'hémoglobine. C'est une vue en cristallographie de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un produit exquis de l'évolution qui sert à faire quoi? Qui sert à transporter l'oxygène, qui sert à le faire parvenir à l'intérieur des cellules, qui sert à ce que l'utilisation de l'oxygène permet de faire ce pourquoi c'est fait, c'est-à-dire produire de l'énergie en évitant des réactions incontrôlées de production d'espèces radicalaires de l'oxygène. Alors l'hémoglobine, ça fonctionne avec un système hyper intelligent et assez peu copié depuis, qui est le fait que l'oxygène, ça a une affinité variable pour l'hémoglobine. Plus il y a d'hémoglobine, plus il y a d'oxygène sur l'hémoglobine. Non, on recommence. L'hémoglobine a une affinité variable pour l'oxygène. Plus il y a d'oxygène sur l'hémoglobine, plus l'affinité de la molécule va augmenter. Entre un produit où il n'y a qu'un seul oxygène et un produit où il y a 4 oxygènes, l'affinité a augmenté de 300 fois. C'est une affinité coopérative, c'est du cooperative binding, et c'est un système qu'on n'a pas encore complètement élucidé. Et donc ça fait quoi? Ça fait qu'on a une molécule qui est capable de fixer de façon extrêmement forte l'oxygène, qui est capable, et c'est encore un miracle, de le libérer uniquement à certains endroits, à l'endroit où on en a besoin,
de le capter à l'endroit où il y en a beaucoup pour éviter que ça lèse les tissus avoisinants, et qui l'empêche d'aller à l'intérieur des tissus, aller à l'intérieur des cellules et produire des espèces radicalaires de l'oxygène. Ce sera utile, on discute souvent de cette équation-là. 1 gramme d'hémoglobine peut lier 1,39 ml d'O2. C'est énorme, c'est une affinité et une capacité de stockage qui est absolument remarquable. La capacité de l'hémoglobine à fixer de l'oxygène, elle ne dépend pas seulement de ce qu'on a dit, de la quantité d'oxygène qu'il y a. Il y a plusieurs paramètres physico-chimiques qui contrôlent le fait, pour l'hémoglobine, de lier plus ou relâcher plus d'oxygène. Entre autres, la température, le 2,3-diphosphoglycérate, le pH et le dioxyde de carbone. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir, en fait, dans des endroits où le pH est un peu plus bas, d'avoir un décalage de la courbe vers la gauche, d'avoir une plus forte affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc, ça tombe bien, on est dans les vaisseaux, dans les capillaires pulmonaires, la concentration en oxygène est maximale, le gaz avoisinant, la P grand A O2, elle est à la pression atmosphérique ou du gaz qu'on a apporté, donc on est entre 21 et 100%, mais c'est l'endroit dans l'organisme où il y en a le plus, et je suis capable de fixer une quantité maximale d'oxygène. Et quand j'arrive dans les tissus, en périphérie, le pH est plus bas, j'ai décalé ma courbe vers la droite, j'ai une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, et là, je fais du relargage. Je suis à l'intérieur des tissus qui ont besoin de cet oxygène pour l'utiliser dans la chaîne respiratoire mitochondriale et créer de l'énergie. C'est quand même pas mal, hein. C'est un système qui est extrêmement bien contrôlé et qui permet à vous là, de faire fonctionner vos neurones pour suivre un peu cette présentation en se demandant où est-ce qu'elle va bien pouvoir aller. Alors, on l'a vu, tout est, on le sait, dans la vie et en médecine en particulier, tout est affaire d'équilibre. Paracels, père de la pharmacologie moderne, toutes les choses sont poison, rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. Parce qu'on l'a bien vu, avoir trop d'oxygène, c'est pas terrible, mais si vous fermez les vannes et que vous n'avez plus d'oxygène, ça va pas très bien se passer. Vous allez vous flétrir. Et voilà comment on vous retrouve après. Donc l'oxygène, on en a absolument besoin. Pas assez et on meurt. L'oxygène, on en a absolument besoin. Trop et on meurt. Pas facile. Alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas assez d'oxygène? Pourquoi est-ce qu'on meurt quand on n'a plus d'oxygène? Qu'est-ce qui fait que les cellules, elles meurent quand on n'a pas assez d'oxygène? Il va se produire pas mal de choses. Déjà, en 2019, je crois, prix Nobel en médecine et en physiologie pour la découverte du HIF, du CI. Non, de Hypoxia Inducible Factor. C'est un facteur de transcription qui est normalement hydroxylé par cette enzyme-là, la PHD. Et quand il est sous forme hydroxylé, il reste dans le cytoplasme. Quand il n'y a pas d'oxygène, il ne peut pas être hydroxylé. Et il va rester sous la forme liée au IF bêta, donc il y a le IF alpha et le IF bêta, qui vont se lier à l'hypoxia responsive element. C'est une zone de notre ADN qui reconnaît ce duo de molécules et qui va entraîner des synthèses de protéines qui vont essayer de faire apporter un petit peu plus d'oxygène, notamment en favorisant l'angiogénèse. On voit que les endroits qui souffrent, les endroits qui sont régulièrement de façon chronique en hypoxie, ils développent des néovaisseaux pour essayer d'augmenter ça, et ça passe par ces types de mécanismes. Et là, c'est un moment quand on a trop d'hypoxie et qu'on a généré trop de HIF, eh ben, on va se retrouver avec des cascades d'activation de différentes molécules qui vont causer de l'apoptose et la mort cellulaire. La cellule va s'autodétruire. Là encore, trop d'oxygène, apoptose, pas assez d'oxygène, apoptose aussi. Il faut savoir trouver le bon équilibre et être capable d'apporter la bonne quantité d'oxygène au tissu. Et c'est l'objet du topo du jour. Par ailleurs, il se passe en physiologie un mécanisme qui est assez rigolo, c'est que quand on est hypoxique,
on n'arrive plus à produire assez d'ATP, puisque la chaîne respiratoire mitochondriale ne tombe plus. Donc, on a de l'ADP qui s'accumule. L'ADP, il est en équilibre avec son précurseur qui est l'adénosine. Quand on a de l'ADP qui s'accumule, on a de l'adénosine qui monte. Et l'adénosine, ça a un effet vasodilatateur. En fait, il y a un mécanisme qui est assez bien pensé, qui est que quand un tissu commence à devenir hypoxique, il se vasodilate pour avoir un peu plus d'oxygène. Mais alors reprenons. Comment est-ce que l'oxygène, donc on a vu à quoi servait l'oxygène, on a compris que c'était dangereux, on a compris qu'en avoir trop, c'était pas bien, on a compris qu'en avoir pas assez, c'était pas bien. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce que ça peut nous être utile d'avoir ce genre de connaissances en physiologie, dans la façon dont on traite nos malades. Donc, comment est-ce que l'O2 arrive aux cellules? Ça, vous connaissez, le poumon, les globules rouges, ils arrivent avec de l'hémoglobine réduite, qui relâche son CO2, qui prend de l'O2, et ça part dans la circulation. L'essentiel des échanges gazeux ne se fait pas dans les gros vaisseaux, mais se fait dans les tout petits capillaires, au niveau des plus petites bifurcations. Et en fait, c'est une diffusion de l'espace intravasculaire à travers l'interstitium vers les cellules qui va permettre la diffusion de l'oxygène. En fait, on peut voir que quand il y a dans les tissus 95 mm de mercure de PO2, la diffusion dans l'espace intracellulaire descend en dessous de 40, on arrive à l'intérieur, aux alentours d'une vingtaine de millimètres de mercure d'O2 à l'intérieur du tissu. Et plus on va aller à l'intérieur du tissu, moins il y en aura. Et la concentration en oxygène à l'intérieur de la mitochondrie, c'est quasiment zéro, parce que c'est consommé à très très grande vitesse. On voit quand même aussi là le différentiel qu'il y a entre le début du capillaire, le versant artériel, et la fin du capillaire, le versant veineux. On a perdu de l'oxygène. Et cet oxygène, il est perdu comment? C'est du relargage et de la consommation par les cellules qui fait baisser la PaO2. Donc, c'est dans la microcirculation que se font les échanges gazeux. Et comme je vous l'ai dit, dans la mitochondrie, la PO2, elle est virtuelle, puisque l'oxygène est intégralement consommé. On ne laisse pas d'oxygène libre à l'intérieur des cellules. Si on laisse de l'oxygène libre à l'intérieur des cellules, ça se lie à d'autres protéines, ça fait des espèces radicalaires, et c'est extrêmement bon. Alors, qu'est-ce qui véhicule cet oxygène? Finalement, comment est-ce qu'on va oxygéner nos tissus? Alors là, je ne parlerai pas dans ce cours-ci de la membrane alvéolaire, des échanges diffusifs qu'il y a de cette interface qu'il y a entre le gaz et le sang. Là, on part du principe que l'hémoglobine, elle est chargée d'oxygène dans le poumon, et on fait maintenant appel, s'intéresser un peu à l'appareil circulatoire. Bon, alors ça, c'est très, très moche, mais vous devez être capable de le comprendre. C'est qu'est-ce qui se passe dans le train-train de l'oxygène? Eh ben, dans le train-train de l'oxygène, on a des wagons qui transportent de l'oxygène et qui arrivent dans les tissus, qui mangent l'oxygène et qui donnent un sang veineux dans lequel il y a le reste de l'oxygène. Là, on a à peu près résumé l'intégralité de l'hémodynamique. C'est de finalement permettre ce cycle-là. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce cycle-là? En fait, il y a le débit cardiaque. Le débit cardiaque va donner une quantité de sang qui circule avec un contenu artériel en oxygène. Ce contenu artériel en oxygène dépend essentiellement de la saturation, on y reviendra. Ce contenu artériel en oxygène, il arrive au niveau des cellules qui vont consommer cet oxygène, c'est la VO2, et qui va donner après du contenu veineux en oxygène, c'est la CVO2, qui est approchée par la SVO2, puisque, on le verra, c'est surtout la saturation de l'hémoglobine en oxygène qui donne la quantité, le contenu artériel ou veineux en oxygène. Si je prenais une autre analogie, le transport en oxygène, la délivrance en oxygène qui est le produit du débit cardiaque par le contenu artériel en oxygène, c'est combien vous gagnez tous les mois. La VO2, c'est combien vous dépensez. Et le contenu veineux en oxygène, c'est un peu ce qui reste à la fin sur votre compte en banque. On va voir comment est-ce qu'on va calculer tout ça.
Avant de savoir comment on va calculer tout ça, il faut savoir que la délivrance d'oxygène et les besoins d'oxygène, ils varient selon les différentes situations. Qu'on est à l'état naturel à des états où on est déjà un peu large en termes de délivrance en oxygène, qu'on peut descendre sans trop de problème la délivrance en oxygène, la quantité d'oxygène que j'apporte aux cellules, jusqu'au moment où je vais arriver à une DO2 critique, au-dessous de laquelle, forcément, la capacité à consommer de l'oxygène va diminuer. Et là, les cellules vont rentrer en hypoxie. Et ce seuil-là, il varie selon les situations et il n'est pas pareil d'un moment à l'autre, qu'on soit dans des états de choc, qu'on soit en sepsis ou quand on est en repos ou en train de faire de l'exercice. Alors, un moment qui est quand même indispensable, c'est celui où on va comprendre pourquoi on doit retourner aux équations qu'on a revues en premier cycle, qu'on a revues au deuxième cycle et qu'on revoit en continu en troisième cycle. La vie est un éternel recommencement. Alors, le contenu artériel en oxygène. Qu'est-ce que c'est? C'est à la fois la quantité d'oxygène qui est véhiculée par le sang liée à l'hémoglobine, plus une fraction négligeable qui est l'O2 dissous. Donc, on a dit l'hémoglobine, 1 gramme d'hémoglobine, ça transporte 1,39 ml d'oxygène. Et en fait, donc, si l'hémoglobine est saturée à 100%, 1 gramme d'hémoglobine donne bien 1,39 millilitres d'oxygène, plus les fifrelins ici. Le transport artériel en oxygène, et c'est pareil pour le veineux, c'est la saturation veineuse qui donne ça, on le verra. Le transport artériel en oxygène, l'oxygène delivery, c'est le débit cardiaque fois le contenu artériel en oxygène, c'est le nombre de litres par minute fois des millilitres par litre. La VO2, c'est ce que vous consommez. C'est la différence entre le contenu artériel et le contenu veineux en oxygène fois le débit cardiaque. Ça va encore? Ça va encore. Et on peut calculer, donc, quand on sait quelle est la VO2, on peut calculer quelle est l'extraction par les tissus en oxygène, le O2, qui est la VO2 divisée par le transport. Faisons-le différemment. L'extraction, c'est globalement la différence des saturations et c'est un pourcentage. Vous êtes d'accord? J'ai extrait. En temps normal, on dit c'est bien d'avoir 70% de SVO2, de SVCO2. D'où vient ce 70%? Parce que quand on a une saturation en O2 dans le sang artériel de 1, de 100%, et qu'on a une extraction normale qui est entre 25 et 30%, je dois me retrouver avec une SVO2 aux alentours de 70. Si j'ai plus que 70 moins que 70 de SVO2, c'est que j'ai extrait plus. Et donc ça veut dire que je suis en dette d'oxygène. Évidemment, ça ne marche. Donc ça, ce que je dis ici, le O2 elle est proche de 30%. Donc la SVO2 attendue est d'environ 70%. Évidemment, tout ceci ne marche que quand la SAO2 est bien égale à 1. Si la SAO2 est plus basse, vous ne pouvez pas utiliser ces 70% de SO2 pour savoir si votre débit cardiaque est adapté à vos besoins ou pas. Et vous êtes obligé à calculer l'extraction en oxygène. Et donc la SVO2, peu importe où on la prend, qui est le paramètre que vous mesurez en pratique clinique, il dépend de la VO2, du débit cardiaque, du taux d'hémoglobine, et je vous l'ai dit, de la SAO2. Quand vous faites cette mesure-là pour savoir si votre débit cardiaque est adapté ou pas, en fait, ce n'est pas vraiment est-ce que le débit cardiaque est adapté, c'est est-ce que le transport artériel d'oxygène est adapté ou pas. Et pour augmenter le transport, il n'y a pas beaucoup d'autres techniques que soit augmenter le débit, soit augmenter le taux d'hémoglobine, soit augmenter la saturation de cette hémoglobine-là quand elle est très basse chez les malades hypoxémiques. Il y a eu une trentaine d'années de recherche clinique en réanimation, dans les balbutiements, avec les grands noms de la réanimation, notamment Schumacher, là, que vous voyez ici, qui se posait la question de savoir est-ce que dans les états pathologiques, augmenter de façon supraphysiologique la DO2, c'était profitable aux malades.
C'est l'époque où on mettait les malades en choc septique, on les remplissait comme des outres, on leur mettait de la dobutamine et de la dopamine en même temps pour augmenter le débit cardiaque comme des dingues. On se disait, bah, pourquoi pas, les tissus, ils sont en dette. Je vais essayer d'apporter un peu plus, comme ça, on va être un peu mieux. On ne connaissait pas encore le IF à cette époque-là, et ils n'avaient pas suivi mon cours, donc ils ne savaient pas que trop d'oxygène, c'était dangereux pour les tissus. Globalement, quand on combine toutes les études ensemble, on voit bien qu'augmenter la DO2 de façon supraphysiologique, ça n'apporte pas vraiment de bénéfices. Néanmoins, il y a pas mal de papiers, notamment en chirurgie cardiaque, qui montrent que corriger une SVO2 qui est anormalement basse, bah, c'est quand même mieux. Et quand on sort de CEC, il vaut mieux avoir 75 de SVO2 que rester en dessous. Et donc, corriger la SVO2, c'est bien, mais aller au-delà du physiologique, ce n'est pas nécessaire. Donc là, on a parlé d'un phénomène un peu général qui est la macrocirculation. Et on sait combien on a apporté d'oxygène, on sait combien a été consommé, mais il se passe peut-être un petit peu plus que ce qu'il y a à l'intérieur des gros vaisseaux. Parce qu'on a bien vu que l'essentiel des échanges gazeux, ils se faisaient dans les petits vaisseaux. Et la microcirculation, ce n'est pas l'exact reflet de la macro. Donc, qu'est-ce que c'est que la microcirculation? C'est les vaisseaux qui sont de toute petite taille, de 5 à 200 micromètres. La surface endothéliale la plus importante, c'est hyper important la microcirculation. C'est là que se fait tous les échanges, c'est là que toute la résistance se fait dans ces petits vaisseaux-là. C'est une physiologie qui est différente. Le flux à l'intérieur des micro-vaisseaux, il est continu, il n'est plus du tout pulsatile. Et même l'hémoglobine, même le sang, la rhéologie du sang, elle est différente. Il y a des micro-hématocrites. En fait, au lieu d'avoir un sang qui circule de façon continue avec l'hémoglobine qui est bien répartie partout, c'est plutôt des amas et il y a des micro-hématocrites. Et donc, on le voit ici, c'est les pressions, ça c'est les pressions intérieures des vaisseaux, c'est pas la pression d'O2, elle diminue et les échanges en oxygène, ils se font au niveau des plus petits capillaires et de façon complètement diffusive. La microcirculation normale, alors je vais voir ce que je vais relancer, c'est un petit peu saccadé, c'est des petits vaisseaux qui circulent partout. On a plein de petits vaisseaux qu'on voit quand on fait des analyses en SDF ou en OPS, donc des techniques de lumière polarisée qui permettent de voir, enfin de lumière à champ polarisé qui permettent de voir les micro-vaisseaux. Et quand on a des états de choc, comme tous les malades qu'on prend en charge en réanimation et souvent en bloc opératoire, on a des altérations de la microcirculation avec une diminution du flux microvasculaire. On a une altération de la fonction endothéliale, le glycocalix est abîmé, il y a des microthromboses, ça ne circule pas très bien. Et donc là, on a parlé de comment le sang circule, où est-ce qu'il avance, quels sont ses tuyaux, et comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'oxygénation tissulaire. Finalement, c'est un peu la réponse, maintenant qu'on a compris un peu en physiologie à quoi ça servait, comment est-ce qu'on évalue le fait qu'on soit bien ou mal alimenté en oxygène. Ce n'est pas très, très facile et je ne suis pas sûr de vous donner des réponses définitives et il y a encore du travail. Alors d'abord, l'examen clinique. Quelqu'un qui fonctionne normalement, qui a l'air d'avoir une production correcte d'énergie, qui est capable de vous faire une présentation d'une demi-heure sur l'oxygénation tissulaire, a priori, mon utilisation de l'oxygène par mes mitochondries et les apports sont assez satisfaisants. C'est pas mal. Si on est fonctionnel, déjà, on n'est pas en état de criticité. Évidemment, l'examen clinique, c'est très important, c'est indispensable, mais une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs limites. Donc, je vous l'ai dit, je commence par aucune augmentation, aucune limitation de l'activité, hypoxie tissulaire, peu probable. Mais la plupart de nos malades, on a du mal à évaluer à quel point ils sont fonctionnels. Alors, parfois, ils sont dans le coma, parfois, ils sont hypotendus, et j'ai du mal à savoir à ce moment-là, j'arrive aux limites de ce que peut donner mon examen clinique. Donc, on peut rechercher des signes d'hypoperfusion, macro, microcirculatoire. Quand on a un membre froid et qui a l'air d'être plus du tout perfusé, je sais qu'à ce moment-là, l'apport en oxygène est insuffisant.
D'ailleurs, on peut essayer de se dire, j'ai qu'à regarder combien est-ce qu'il y a de PaO2 dans le sang. Hélas, la PaO2, ça renseigne que sur l'état d'oxygénation de mon sang. Ça renseigne finalement que sur le poumon. Ça ne renseigne pas du tout la PaO2 sur l'adéquation entre mes besoins et les apports. Et enfin, la cyanose. Avant, on disait, il y a quelques années, il y a 2 ans, est mort l'inventeur japonais du saturomètre. Quand le saturomètre a été proposé dans les salles d'anesthésie, il y a plein d'articles qui disent à quoi ça sert, on a l'examen clinique, on est capable de voir si le patient est bleui ou pas. Vous ne savez pas encore que l'examen clinique était traître. La cyanose, c'est visible que quand on a un taux d'hémoglobine satisfaisant. Si on n'a pas plus de 5 grammes par décilitre d'hémoglobine, si on est en choc hémorragique cataclysmique, il n'y a aucune chance qu'on voit de la cyanose. Et là, on se dit, bon, ok, hypoxie tissulaire, j'ai regardé mon examen clinique. L'examen clinique, il est un peu limité. On a dit que la PaO2, ce n'était pas terrible. Bon, on va regarder le lactate. On est d'accord, le lactate, c'est le reflet de la glycolyse anaérobie. On est tous d'accord avec ça. C'est ce qu'on apprend. Mais alors, attends, est-ce que le lactate, c'est vraiment juste le reflet de la glycolyse anaérobie? En fait, on peut imaginer que déjà, le lactate, comment c'est utilisé? Déjà, le lactate, qu'est-ce qui donne le lactate? Donc, on utilise, on a dit un petit peu avant, avec l'oxygène, on a besoin de glucose. Le glucose, il lui arrive plein de choses. Il est phosphorylé, il est découpé et il finit par donner du pyruvate qui, en présence d'oxygène, va rentrer dans le cycle de Krebs et va produire beaucoup d'ATP. Ça, c'est la respiration aérobie. S'il n'y a pas d'oxygène, il va donner juste 2 ATP et c'est la respiration lactique, c'est la glycolyse anaérobie. Alors, est-ce que l'hyperlactatémie, c'est un reflet de l'hypoxie tissulaire? On va croire que oui. Mais l'expérience montre que ce n'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qui peut causer des hyperlactatémies? Déjà, on peut augmenter la production. On peut diminuer la carence, l'élimination, ou alors en apporter de façon exogène. Ça, c'est les 3 causes qui peuvent faire augmenter la lactatémie. Déjà, on peut se poser des questions de savoir s'il y a un lien entre l'apport d'oxygène au tissu et le lactate quand on essaye de corréler des indices d'adéquation de perfusion et la lactatémie. Et là, on voit dans ces papiers qui sont, il y en a plein, j'essaie de sélectionner celui, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la SVO2 et le lactate. On s'attendrait quand même à avoir un truc du genre, plus la SVO2 est basse, plus le lactate va être élevé. Et que quand on corrige la SVO2, le lactate baisse si c'est un problème de perfusion tissulaire. Les premiers indices qui laissent à penser que ce n'est pas si évident que ça. Et là, en 1999, il y a eu des premiers indices qui ont été confirmés depuis sur le fait que le lactate, ce n'est pas un très très bon indicateur de l'hypoxie tissulaire. Qu'en fait, le lactate, ça apparaît comme plutôt un marqueur de quoi? Un marqueur d'activation de cette pompe-là, la NAK-ATPase. Quand on a une activation de la NAK-ATPase via des récepteurs adrénergiques, qu'est-ce qui se passe? J'active la NAK-ATPase, je diminue la quantité je consomme de l'ATP, mon ATP devient de l'ADP, l'ADP active la glycolyse s'active et je produis un excès de pyruvate qui se transforme en lactate et qui va sortir. En fait, le lactate, c'est un produit dérivé du pyruvate, qui est un produit dérivé de la glycolyse qui, elle, est activée par les récepteurs bêta-adrénergiques. D'ailleurs, la production de lactate, quand on regarde, quand on fait des études physiologiques chez les malades septiques, par exemple, on voit que produire du lactate, c'est mieux d'avoir, pour la survie, de produire du lactate que de ne pas en produire.
En fait, si on est capable d'avoir des cellules qui réagissent et qui sont capables de produire du lactate, c'est un meilleur signe qu'avoir des cellules qui sont incapables de produire du lactate. On aurait pu dire le contraire. Si le lactate, c'est un marqueur d'hypoxie tissulaire, bah, plus on produit de lactate, plus on devrait mourir. En fait, le lactate, c'est associé à la gravité. Et ce n'est pas la cause de la gravité, et ce n'est pas lié au fait que les cellules ne fonctionnent plus. Voire même quand on réanime des gens avec certaines molécules, genre par exemple l'adrénaline, on voit que quand on perfuse de l'adrénaline, cette fois à des volontaires sains, la quantité de lactate, elle augmente. Là encore, ce n'est pas un problème de vasoconstriction périphérique, c'est un problème d'excitation, de stress métabolique. Et enfin, la preuve, la dernière, excellent, 2005, Bruno Levy, idée géniale, études physiologiques, ils prennent des malades septiques et ils leur administrent de l'ouabaïne. Qu'est-ce que c'est l'ouabaïne? C'est un inhibiteur de la NAK-ATPase musculaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Quand on fait de l'ouabaïne, on a une diminution majeure du lactate dans le dialysat musculaire, ce qui montre bien que la source du lactate, c'est bien l'activation de la NAK-ATPase. Le lactate, en définitive, ce n'est pas un marqueur d'hypoxie tissulaire, c'est un marqueur de stress métabolique. Donc là, jusque-là, je n'ai pas répondu tellement à ma question de savoir comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'oxygénation tissulaire. On en est à l'examen clinique, on en est aux adéquations macrocirculatoires, SVO2, mais ce qui se passe à l'intérieur des tissus, on ne sait pas très bien. Alors, les gens qui ont proposé d'étudier le NIRS. Le NIRS, c'est l'oxygénation qui est à l'intérieur des tissus. On va faire bref, le NIRS, notamment en chirurgie cardiaque, qui est l'endroit quand même où on manipule le plus le débit sanguin. Quand on prend toutes les études ensemble, on voit que baser la réanimation sur le NIRS, ça ne marche pas. En fait, ce n'est pas une technique qui marche. Bon. La microdialyse. Là, on va essayer d'aller regarder le métabolisme en live. Qu'est-ce que c'est la microdialyse? On met des membranes dialytiques à l'intérieur des tissus. Vous savez comment fonctionne la dialyse? C'est des échanges diffusifs. Et on peut voir que quand j'ai des tissus qui sont en hypoxie, eh ben, j'ai un ratio pyruvate sur lactate qui augmente. J'ai des marqueurs d'hypoxie. Et là, je peux essayer d'étudier de façon un peu plus rapprochée à l'hypoxie tissulaire. Un peu difficile à faire. Hein. On le fait un peu en neurochirurgie de temps en temps. Nous, on n'en a pas. Ça peut arriver, mais ce n'est pas si simple. C'est assez bien montré que ça détecte de façon assez précoce l'hypoxie tissulaire et que c'est un bon marqueur de gravité. Comment évaluer la microcirculation? Plein de techniques. On a parlé du NIRS ou de la saturation tissulaire, on a dit que ça ne marchait pas. Le SDF, le Side Stream Dark Field pour aller regarder les tissus. Le laser Doppler, la PCO2, les différences de PCO2 entre la veine et le tissu, le clearing de CO2 à l'intérieur des tissus. Tout ceci sont des indices d'hypoperfusion tissulaire, mais on ne sait pas très bien comment apprécier l'oxygénation tissulaire. À ce stade, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut évaluer la microcirculation? Finalement, à part avec des indices cliniques comme les marbrures et le temps de recoloration cutanée, il n'y a pas grand-chose. Il y a des gens qui ont fait des études pour regarder quand même si les marbrures c'était bien lié à des altérations microcirculatoires. Et ça marche pas trop mal. Pas trop mal. Pas de façon absolument extraordinaire. Néanmoins, ça reste corrélé au pronostic. Et vaut mieux faire disparaître assez rapidement ces marbrures que de les maintenir. Mais là encore, pour évaluer de façon assez fine l'oxygénation tissulaire, c'est imparfait. Il y a plein d'autres techniques qui existent. Mais ça ne marche pas encore très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des déterminants hémodynamiques de la microcirculation. La PVC, c'est la pression à laquelle s'oppose le retour veineux. Des équipes qui ont montré ça. Nous, on n'a pas vraiment trouvé de lien entre la PVC et la microcirculation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a des déterminants macrocirculatoires de la microcirculation. Mais là encore, pas beaucoup de renseignements sur l'oxygénation tissulaire. Donc, pour résumer, pour évaluer l'oxygénation tissulaire,
il vous reste l'état macrocirculatoire ou microcirculatoire, l'examen clinique, la SVO2, les marbrures, le gap CO2, qui sont des techniques qui sont couramment utilisées. Mais on reste encore assez démunis, alors qu'on a tellement appris que l'oxygène, il va falloir en amener ni trop peu, ni trop pour que ça fonctionne bien. Donc encore beaucoup de questions à se poser sur l'oxygénation tissulaire et son évaluation. Et je vous remercie pour votre attention. Vous avez quand même évoqué d'utiliser le lactate pour évaluer l'efficacité de la réanimation hémodynamique, dans la décroissance du lactate. Alors, le lactate comme objectif de réanimation hémodynamique, la réponse c'est non. Enfin, moi, je dis non, et je ne suis pas le seul à dire non. Le lactate, c'est un indicateur, c'est-à-dire, moi, je ne me base pas sur le lactate pour savoir si mon malade il a besoin ou pas de réanimation hémodynamique. Je me base sur des signes d'hypoperfusion, je me base sur la SVO2, je me base sur un ensemble de paramètres cliniques et je fais des manœuvres qui sont des fluid challenge. Je regarde si le malade il monte son débit cardiaque ou pas. Et si, en réanimant l'hémodynamique, le lactate baisse, je sais que je suis sur la bonne voie. Le problème de guider la réanimation sur le lactate, c'est que souvent au début, notamment dans les états un peu sepsis-like, on gagne. Le malade, il y a 14 de lactate, c'est un stress métabolique qui est lié au fait qu'il est hypoperfusé. Et attention, ce n'est pas de l'hypoxie tissulaire. On réanime l'hémodynamique, le stress diminue, le lactate baisse. Donc, on peut se retrouver à un moment où le lactate reste élevé, 2, 3, 4, alors que manifestement au niveau hémodynamique, j'ai plus grand-chose à gagner. Et le problème, quand on se base sur le lactate pour faire de la réanimation hémodynamique, on remplit le malade en espérant que le lactate va continuer de descendre. Parce qu'en fait, on a mis une pièce une fois, 2 fois, ça a marché. Sauf que si on n'a pas compris quelle était la physiologie du lactate dans les états septiques, on n'a pas compris qu'on faisait une bêtise à un moment quand on était trop fluide. Et donc, le lactate, ce n'est pas un objectif de réanimation hémodynamique. Il y a une étude qui est assez intéressante, très critiquable d'ailleurs, mais c'est l'étude Andromeda Shock. C'est Glenn Hernandez et un Chilien féru d'hémodynamique et de microcirculation, qui a comparé la réanimation basée sur le lactate, qui est déjà un truc un peu spécial, avec la réanimation basée sur le temps de recoloration cutanée. Bon, en tout cas, ça ne fait pas de différence de baser sur le temps de recoloration cutanée, mais surtout, ça fait beaucoup moins de remplissage. Donc, je ne dis pas qu'il faut baser la réanimation sur le temps de recoloration cutanée, je dis juste qu'il faut savoir d'où vient le lactate pour pouvoir correctement le traiter quand on a un malade qui a une hyperlactatémie. Du coup, c'est dangereux, question hyperbar. Ah, hyper bonne question. Alors, le question hyperbar, il augmente la pression en oxygène. Est-ce que ça augmente, ça doit augmenter aussi l'APAO2 j'imagine que c'est dangereux, oui. D'ailleurs, on le fait pour des durées qui sont assez limitées, mais après, ce qui se passe avec des niveaux de pression hyper élevés et la quantité d'oxygène qui est lâchée à ces moments-là, qui est consommée, je ne suis pas capable de te dire comment fonctionne la mitochondrie à X bar, je ne sais pas. Bonne question. J'ai une question maintenant, vous avez un monitorage du CO2 tissulaire, ce serait quoi ça passe là-dedans? Ah, donc le monitorage du CO2 tissulaire. Donc, globalement, l'idée vient du fait que l'expérience montre que quand on a des atteintes de la microperfusion tissulaire, on a un défaut du clearing du CO2. On ne nettoie pas assez les tissus de leur CO2 et il y a plus de CO2 veineux que le gradient entre le CO2 veineux et le CO2 artériel est très, très élevé. Donc ça signe des atteintes d'hypoperfusion microcirculatoire surtout. Et ça nous aide quand on a... donc comment ça a été développé? Donc, des gens qui ont montré que plus le gradient était élevé, plus c'était associé au pronostic, plus la circulation était altérée, plus le gradient était élevé. Donc, on parle de gradient artério-veineux au CO2, ça peut être entre l'artère et la veine en centrale, ça peut être le gradient entre l'artère et les tissus, ça peut être les gradients que vous voulez. En gros, quand on a une accumulation de CO2 à l'intérieur du tissu, c'est qu'on ne fait pas assez de clearing interstitiel du CO2, donc il n'y a pas assez de perfusion là-dessus.
Et on se retrouve assez facilement dans des situations où on a des malades dont déterminer exactement quels sont les objectifs de réanimation dans les états de choc, c'est compliqué, parce qu'on a vu, par exemple, dans le sepsis et dans beaucoup d'ablations inflammatoires, on a très rapidement de la disoxie, on a très rapidement des shunts, ce qui fait que quand on prend des SVO2, on a des SVO2 qui sont normales. On a des malades, ils sont devant nous, le choc septique, une fois qu'il est réanimé, classiquement, il a une SVO2 qui est normale. Quels indices j'ai pour pouvoir évaluer l'inadéquation de perfusion à l'intérieur de mes tissus? Eh ben, c'est un indice qui est proposé, comme une fois que j'ai fait ma réanimation globale et que j'ai atteint mes 70 de SVO2 et que le malade, manifestement, il reste en état de choc dysfonctionnel avec des signes d'hypoperfusion, ben, je peux regarder le gap CO2. Et ce gap CO2, s'il se corrige il peut se corriger avec la réanimation hémodynamique. Donc, c'est un assez bon indicateur des atteintes microcirculatoires. C'est un assez bon indicateur de l'hypoperfusion des organes, et ce n'est pas un marqueur direct de l'oxygénation tissulaire.